Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Kazim Abdoulayev pour une communication sur les peintures du monastère de Fayaz-Tepe en Ouzbékistan. Alors, Kazim est bien connu à Paris, où il a souvent été invité pour donner des conférences à l'école normale. C'est donc un archéologue d'Ouzbékistan qui a travaillé sur divers sites autour de Termez. Il enseigne maintenant l'histoire de l'art à l'université d'Istanbul, mais n'a pas quitté son domaine de recherche premier. Merci. C'est à toi. Chers collègues, chers amis, tout d'abord, je voudrais remercier l'organisateur de ce colloque pour leur aimable invitation, Vincent Elchinger, et en particulier mon ancien ami Franz Grenet. Mon rapport sera consacré aux peintures murales de Fayaz-Tepe, un monument connu par ses œuvres d'art remarquables qui, en même temps, n'a pas été profondément reflété dans la littérature scientifique. Pour commencer, Fayaz-Tepe, complètement fouillé en assez peu de temps, ses 5 campagnes, 1968, 1968 et 1912, par Lazar Israelovich Albaum, n'est pas traduit en travail de généralisation qui permettrait de comprendre l'essence du monument jusqu'au bout. À l'exception de quelques articles de fouilleurs Albaum, nous n'avons aucune information satisfaisante. Certes, il y a eu une deuxième phase d'études au milieu de la première décade des années 2000, lorsque le monument a été nettoyé pour préciser et élargir de l'ancienne fouille en dehors de sites sacrés, mais cela ne donne pas une image complète de monastère avec sa riche décoration. Un fait notable dans cette série a été la publication des inscriptions des monastères bouddhistes d'Ancien Termez sous la direction du professeur Gérard Fussman. Malheureusement, nous n'avons pu trouver aucun rapport ou des notes concernant les fouilles archéologiques, ni dans les archives de l'Institut d'archéologie, où travaillait Albaum au début, ni dans l'archive des musées d'histoire de l'ancienne d'Académie des sciences de l'Ouzbékistan, où il travaillait après. Par conséquent, tout ce qu'on peut apprendre sur Fayaz-Tepe, comme je disais, ce sont de quelques articles publiés dans diverses publications, diverses éditions. Cependant, dans la réserve de l'Institut d'archéologie, des fragments de peinture murale de Fayaz-Tepe, on peut dire oubliés jusqu'au moment heureux, ont été retrouvés. On peut seulement supposer qu'ils ont été apportés dans la réserve de l'Institut, même pendant les travaux sur le terrain après la première conservation. À l'exception de quelques fragments exposés dans les salles. Voilà, donc ce plan Fayaz-Tepe, après Anaïev, il est renuméroté. Je voudrais vous tirer la pièce numéro 8, pardon, voilà, le numéro 8, qui juste contre l'entrée générale, ensuite le stupa. C'est une particularité des plans de Fayaz-Tepe. Donc, voilà. Donc,
C'est dans le musée d'histoire à Tachkent. Tandis que des autres peintures murales sont restées intactes depuis ce temps. À mon initiative, ces fragments de peintures murales ont été proposés comme un projet de restauration aux collègues japonais. La restauration a été réalisée avec le soutien financier de la Fondation Sumitomo 2017-2019 et de la Fondation pour la recherche sur le patrimoine culturel et l'art 2016-2018, à laquelle j'exprime ma profonde gratitude. Je considère également comme un devoir agréable de remercier Mademoiselle Etsuko Kageyama pour son soutien dans la mise en œuvre de ce projet. Et je voudrais également remercier le groupe des restaurateurs de l'Institut d'archéologie, Gulnara Khadova Gulbakhoja Barovai, qui a travaillé sur la direction de Marina Reutua. Pour le moment, la restauration n'était pas encore terminée, mais ces quelques fragments de peinture murale achevés, je dois vous en informer, sont exposés pour la première fois lors de ce colloque. Je peux dire que les grands fragments sont des images de la partie inférieure de la composition avec le personnage debout. Cette composition est connue par la publication d'Albaum. Une partie de peinture murale, y compris les constructions modernes, sont exposées, comme je dis, dans le musée de l'Ouzbékistan à Tachkent. Selon l'auteur de fouilles Albaum, ils ont été nettoyés dans les pièces numéro 6 sur le plan, c'est le numéro 8. C'est numéroté par l'Albaum, c'était 6 avant. Et Albaum a défini cette pièce comme un sanctuaire. Cette pièce s'est distinguée par la richesse et l'abondance de peintures et de sculptures. C'est très connu. Selon Lazar Israël Chalbaum, les murs du monastère ont été peints non seulement à l'intérieur, les surfaces extérieures des murs donnant sur la cour étaient recouvertes de peinture aussi. Cette situation, compte tenu du manque de documentation, complique grandement la localisation de scènes et des compositions en général. Dans mon rapport, je concentre sur l'image des stupas. À première vue, cela semble un récit assez commun, loin d'être unique dans l'art bouddhiste, mais ceci qui se donne une idée de caractéristiques de la composition architecturale de monuments bouddhistes de l'ancienne Termèse. Dans l'avenir, je dirais que le motif de stupa peut être tracé dans presque tous les genres d'art, peinture murale, graffiti, relief, sculpture, sans parler de plusieurs modèles en métal, en argile, en stuc, modèle de stupa. J'aimerais citer l'un des exemples de relief sculptural publié à plusieurs reprises. C'est un relief en coin. Maintenant, je suis de plus en plus convaincu que ce relief décorait les parties de angle de stupa. Je voudrais dire quelques mots sur l'intrigue de ces soulignements. Il représente des éléphants marchant de deux côtés, représentés de part et d'autre des coins et tournant la tête dans la même direction. Donc, vous avez de droite à gauche, et ici, autre côté, de gauche à droite.
dont en même coin montre un stupa. C'est là. Hein? Donc, ainsi, il se trouve qu'en tête de coin est un stupa vers lequel se dirigent les éléphants portant des offrandes, les feuilles d'arbres sacrés ou des fleurs schématiques. Donc, l'image de stupa en tant que symbole principal de l'art bouddhiste est pleinement représentée dans le monument de Karatepe et Phayas-Tepe. Parmi eux se trouve l'image sur le fragment nouvellement nettoyé, un petit fragment de forme. Voilà, donc ici je donne un raccourci de l'angle où vous pouvez voir deux éléphants qui marchent vers le stupa. Donc, voilà. Donc, première image. Un petit fragment de forme triangulaire porte une image sur un fond bleu vif. La construction d'une couleur brun rougeâtre vif située sur le côté droit des fragments est un stupa. Sa partie en forme de dôme a été conservée, éventuellement une partie de parasol, chhatra, recouverte d'une grille. Sur ces bandes qui se croisent, il y a des points blancs reproduisant vraisemblablement des perles. Une guirlande en forme de vague de la même couleur est suspendue à côté gauche de la structure. En bas et à gauche, il y a deux autres stupas qui sont nettement plus petits que ceux décrits ci-dessous. Donc, voilà, c'est ça et ça. Ici, nous pouvons plus ou moins parler de chhatra et la partie inférieure qui ressemble à un trapèze dans sa configuration, c'est ça, et ça. Donc, signifie dharmika, sur laquelle les chhatras sont placés successivement lorsque l'axe de l'arbre diminue. Sur la surface de certaines chhatras sont disposés des cercles blancs indiquant le coin des perles toujours. Au-dessus, sur le fond bleu, un cercle blanc représenté, symbolisant très probablement une fleur de lotus. Ça. Donc, deuxième fragment. Une forme allongée, une partie des parasols des chhatras avec une longue guirlande blanche ondulée, une bande coulant de la partie supérieure du stupa sont conservées. Le stupa lui-même est peint dans une couleur riche, rouge-brun, si vous voulez. Sur le fragment préservé des silhouettes des trois chhatras. Il convient de noter le style de décoration des chhatras avec une grille rhombique de perles blanches, les deux parasols inférieurs. Le chhatra supérieur se présente sous la forme de bandes larges, se croisent, formant également un motif en losange. Le bord inférieur est souligné par une large bande de la même couleur, rouge foncé. Sur l'image de la partie supérieure du stupa, sur ces fragments, se trouve un certain nombre de pièces suspendues, de long de bord. C'est là et là.
Donc, c'est ressemblant par leur configuration des cloches, des clochettes si vous voulez. Le côté gauche est rempli d'une couleur bleu ciel brillant, indiquant que le stupa est sous le ciel ouvert, en plein air. Un troisième petit fragment faisant appel à un morceau de la même composition, toujours l'image du stupa. Ici, vous pouvez voir plus clairement les cloches sur le fond bleu. Ici. Espace entre les chatras. Comme j'ai déjà dit, le chatra inférieur est recouvert d'un gris en losange. Mais j'aimerais clarifier cet ornement. Comme on peut le voir sur le fragment, ce ne sont pas des lignes droites, des bandes, mais un motif de rosette à 4 pétales, dont les extrémités sont en contact avec des autres. Il y a des points blancs sur ces pétales qui transmettent des perles, toujours, ainsi que les 3 fragments décrits ci-dessous appartiennent de la même image du stupa. Donc, ici, vous avez une restitution préliminaire, bien sûr. Voilà, donc, fragment 4. De forme triangulaire aussi, d'une hauteur maximale de 49,5 cm et d'une largeur maximale de 40,5 cm, au centre desquelles se trouvent 2 colonnes de couleur blanche à bord brun grisâtre qui donnent l'impression d'une colonne à 3 dimensions. Le transfert de volume par des méthodes coloristiques, en l'occurrence de la gradation de couleurs blanches et grises sur la peinture de Fayas Tepe, est l'un des premiers exemples de la peinture de l'Asie centrale, à ma connaissance. Dans le développement des moyens et méthodes artistiques de la peinture en Asie centrale, cette question appelle une réflexion séparée, mais nous soulignons la réalisation de peinture de Fayas Tepe dans le transfert expressif de volume. Le tronc de la colonne repose sur une base. Le socle, le rouleau inférieur et supérieur et la rainure scotia sont clairement indiqués entre eux. C'est ici, hein? Voilà. C'est la base de colonne. Je vous donne autre, voilà, souligné. Donc, ces bases, le soi-disant le type attique, était assez courant dans la décoration architecturale de la Bactrien septentrionale, de la période hellénistique et post-hellénistique, à laquelle, à ce temps, Pugachenkova, Galina Anatolien, consacrait certaines études. À cours de fouilles de Fayas Tepe et de Kara Tepe, un grand nombre de bases de ce type ont été découvertes, dont beaucoup ont été déployées in situ. Cela est particulièrement vrai de Ivan, de la cour des temples ou des monastères, Kara Tepe, Fayas Tepe. Dans l'image de la colonne, sur un fragment de peinture de Fayas Tepe, la partie supérieure de la colonne, peinte en rouge vif, présente un grand intérêt. La couleur rouge donne l'impression d'une tache aléatoire sur une colonne et en fait une certaine signification. Il y a tout lieu de croire que cette partie de la colonne exprime son cadrage en relief.
Cette hypothèse est basée sur les raisons suivantes. 1. La plupart des reliefs trouvés à Fayas Tepe et Kara Tepe, sinon presque tout, ont un enduit coloré, généralement dans le ton rouge, et parfois l'enduit rouge servait d'après pour la dorure. 2. Un excellent échantillon en fragments de colonnes avec une décoration en relief. Voilà, donc c'est le type attique d'Asie centrale, donné par Pogatchenkova. Donc, décoration en relief faite d'un motif bouddhiste avec des traces de peinture de couleur cerise noire sur le relief et le tronc de la colonne a été retrouvé sur le territoire de l'ancien Termèse dans les couches remises à neuf. À propos de la connexion de ce détail dans l'image de Fayas Tepe et dans le fragment de colonne avec un relief, je parlerai un peu plus tard. Pour revenir à un fragment de peinture, il convient de noter que l'espace entre les colonnes et le plan avant gauche sont peints en bleu vif, ce qui peut indiquer que la structure architecturale est en plein air. À l'arrière-plan se trouve la deuxième colonne, dont la partie inférieure présente des pertes importantes. Toutefois, les contours verticaux du fou de la colonne, sont clairement visibles. Non moins intéressants sont les contours de la structure placée à droite des deux colonnes, mais clairement conçus pour la perspective de voir au centre entre les colonnes. Ces contours ont des formes arrondies, mais ils sont représentés par des traits vaguement épais, de couleur marron clair, se transformant progressivement en nuances claires. Sur le fond d'espace délimité par une ligne arrondie, apparaissent les rangées des cercles blancs. Les perles constituent le motif de la grille rhombique. Cette image est plus ou moins clairement visible que dans certaines zones. Nous ne pouvons pas parler avec confiance de la composition complète. Néanmoins, il y a lieu de supposer que la composition était une image de 4 colonnes. Dans le centre, entre eux, se trouvait un stupa. Il est possible que la colonne ait un cadre en relief dans la partie supérieure, plus proche des chapiteaux, et qui, tout en haut des colonnes, pourrait couronner les images symbolisant la doctrine bouddhiste. La zone ombragée au sommet de la colonne, le mieux conservée est la preuve que cette partie a été décorée avec un relief. En comparaison avec d'autres découvertes de décors architecturaux, ce matériau pour fournir une image plus complète de l'apparence des complexes bouddhistes, je voudrais vous rappeler quelques découvertes plus ou moins importantes dans ce type bouddhiste trouvé sur le territoire de l'ancien Termèse. Un grand nombre de découvertes trouvées à la surface ou sous une couche de sol, mais manifestement pas dans le contexte archéologique, indiquent le processus de destruction du site archéologique pendant une longue période. Cette triste situation dans l'histoire de ce monument remarquable est principalement associée à sa position stratégique et militaire. À l'époque de l'Empire russe, la deuxième moitié du XIXe siècle, des bâtiments militaires étaient situés ici. Les fortifications ont continué à fonctionner pendant la période soviétique. Les bulldozers et les excavateurs ont effectué des travaux, des terrassements, rasé les territoires, perturbant le paysage historique
et l'ancienne couche de site. Il n'est donc pas surprenant qu'aujourd'hui de magnifiques exemples d'art bouddhiste soient découverts à divers endroits sur le couteau du bulldozer. Cependant, il est très difficile de dire où et sous quelle forme ces découvertes ont été localisées initialement. Une chose est indiscutable, ils constituent l'art décoratif d'un ensemble bouddhiste. L'une des découvertes aléatoires de ce type, effectuée au cours des dernières années, il faisait partie d'une colonne avec une image en relief des porteurs de guirlandes, des symboles du bouddhisme. Ceci est reflété dans ma publication de Revue Particle numéro 15. Ainsi, en comparant les détails architecturaux avec les images de peinture de Fayastepe, il sera possible de parler de l'existence d'ensembles, notamment le stupa, à 4 colonnes de type d'Ashoka dans l'ancien Termèse. Parlant de décors architecturaux de type bouddhiste, je ne peux pas manquer de rappeler des chapiteaux publiés en 1985 par Stavisky et Kozlowski, qui, malgré la brièveté de l'article, ont donné une information exhaustive. En septembre 2003, un fragment d'une sculpture représentant le front d'un lion, y compris sa crinière, a été retrouvé par la mission archéologique franco-ouzbèque en Bactriane lors de la fouille archéologique du bâtiment A dans le complexe culte de Tchinguis Tepe II. Il correspond à un fragment d'un chapiteau conservé au musée archéologique de Termèse et s'est avéré être un élément manquant. Au cours des travaux agricoles d'employés du musée de Hakimat Termesi, on découvert un fragment de décoration architecturale dans les couches mélangées de l'ancien site de Termèse. La surface des fragments porte des traces évidentes d'écalage pour une excavatrice mécanique ou un bulldozer. On ne peut pas dire avec certitude comment il a atteint cet endroit, mais il se peut que ce soit dans une couche perturbée et qu'il a été traîné ici avec une masse de terre provenant dans notre place. Il pourrait même provenir de Dunia Tepe, d'un bâtiment culte situé quelque part sur cette colline. J'ai déjà montré vous ce type de chapiteau. Après avoir rassemblé toutes ces trouvailles effectuées au hasard dans différentes parties de l'ancien Termèse, j'irais à penser qu'elles pourraient appartenir à un ensemble de stupas à 4 colonnes séparées, ornées des symboles du bouddhisme. Je vous donne un reliquaire de modèles qu'il s'agissait. Et pour confirmer cette hypothèse, je souhaite donner une autre image sous la forme de graffitis laissés sur l'un des murs de Karatepe. Je cite Boris Yakovlevich Stavisky, le directeur de fouilles à long terme de ces monuments archéologiques, donc le début de citation. En 1961-1962, 3 graffitis sont révélés. L'un d'eux est une image architecturale. Il a été rayé sur le pylône ouest du couloir et du complexe de grottes P2, près de son bord nord. Comme on peut le voir sur le dessin, 4 colonnes ont été représentées ici, regroupées autour d'un rectangle devant les 2 colonnes avant. Il y a un chemin ou une clôture. Le rectangle au centre de l'image est décoré d'un motif formant
de forme triangulaire avec des sommets tournés vers le haut. Le chemin ou la clôture est en grande partie rempli de rangées de rectangles. Et sur le bord droit, de triangles négligés ressemblant au motif d'un rectangle central. Les colonnes sont clairement divisées en bases et troncs chapiteaux. Les bases des colonnes ont une apparence quelque peu étrange. Elles se composent de deux rectangles superposés, l'inférieur étant plus petit que le supérieur. Les troncs de colonnes sont décorés d'un motif en maille transmettant éventuellement la sculpture sur bois. Les chapiteaux des deux colonnes avaient pour ainsi dire répètent leur base. Voilà, donc je laisse la description de Stavisky. Donc, l'important, il reste donc étrangère base des colonnes ainsi qu'un aval irrégulier où c'est dessus un rectangle central, c'est l'autel. Fin de citation. Le caractère schématique des dessins et la conditionnalité de certains détails de la composition rendent difficile son interprétation sur une forme plus ou moins confiante. Nous essayerons néanmoins de clarifier certaines caractéristiques de l'image. Nous pouvons entièrement convenir que l'objet au centre de la composition, que Stavisky appelle l'autel, est situé entre quatre colonnes. Cependant, je n'appellerai pas cette construction comme un autel. Un élément important de l'image sous la forme d'un ovale irrégulier et d'un rectangle central, à mon avis, n'est rien que plus qu'une image d'un stupa. Bien entendu, compte tenu de la conventionnalité des dessins réalisés non pas par l'artiste, mais par le transfert des éléments principaux d'objets, on peut affirmer que la forme allongée de l'ovale traduit en réalité la partie cylindrique des stupas avec dôme, anda. Cette partie de la structure repose sur une plateforme assez haute décorée de lignes sans boîte dans la partie supérieure et formant la partie supérieure. L'ancien auteur de la dessin a clairement essayé de représenter le cadre en relief de plateformes des stupas. Cependant, l'ombrage de revêtements décoratifs est également rempli avec les troncs des colonnes, ce qui peut signifier une sculpture de bois, ou plutôt dans ce cas sur pierre. La composition réalisée dans l'ensemble de la technique de graffiti représente un stupa sur une plateforme probablement recouverte d'un décor en relief. Les lignes fines dans la partie supérieure en forme de dôme de l'image sont probablement aussi associées à des décorations telles qu'une guirlande et un arc. Donc voilà, dans l'image de stupa entourée de colonnes, par des colonnes également recouvertes dans le motif, semble quelque peu inhabituel pour le monument de l'ancienne Hermès. Enfin, je voudrais montrer quelques reliefs de Gandhara avec l'image d'un stupa de colonnes et suggérer que c'est exactement ainsi que les détails en pierre pourraient ressembler encore en relief de Gandhara. Deuxième. Voilà, donc je suppose qu'à Fayas Tepe, ou bien alentour de Fayas Tepe ou Kara Tepe, on existait cet ensemble de stupas et de quatre colonnes. Et donc, en résidant dans l'esprit d'un moine en résidant de la cellule de grotte à Kara Tepe, qui bien que schématiquement, mais avec assez de précision,
donne l'image d'un monument bouddhiste. Voilà, merci pour votre attention. Oui, donc merci beaucoup Kazim pour ce matériau en partie complètement nouveau. Avant de passer la parole, je voudrais donc donner mon sentiment sur le site de Termez est un site absolument majeur dans la transmission du bouddhisme de la Bactriane aux régions situées plus au nord-est, sur la route de la Chine. C'est incontestable. Le problème avec Termez, c'est que ce site a été fouillé depuis longtemps, mais par des équipes multiples. Les travaux ont parfois été interrompus en cours de route. Donc, il n'existe aucun monument de Termez n'a fait l'objet d'une publication complète. La seule publication complète qu'on ait, c'est le dossier épigraphique qui a été publié donc, au Collège de France par Gérard Fussman et Shakir Pidaïev, Le bouddhisme à Termez. Et malgré le caractère très fragmentaire des inscriptions, qui sont d'ailleurs multilingues, il y en a en bactrien, il y en a en des inscriptions indiennes dans diverses écritures, ce dossier suffit à montrer l'importance des influx d'éléments venus du Sud, peut-être, probablement même d'Inde, peut-être même de l'Inde dravidienne, sur le site de Termez. Alors, Kazim a concentré sa publication, son exposé, sur le site de Fayaz-Tepe, dont la situation est particulièrement tragique, parce que c'est un site qui, visiblement, même d'après les fragments de peinture qui sont montrés, avait un caractère totalement exceptionnel dans sa décoration. Malheureusement, le fouilleur n'a jamais donné plus que des publications extrêmement cursives. Les archives de fouilles sont en main privée et à l'heure actuelle, on ne sait pas, personne ne peut dire ce qu'elles contiennent. Donc la seule chose qui peut être faite pour un site comme ça, c'est un travail de sauvetage, en récupérant à gauche, à droite, ce qui peut être encore récupéré. Et c'est un travail donc, que Kazim a très bien engagé, et je pense vraiment qu'on peut lui rendre hommage pour cela. Alors maintenant, s'il voudrait donc, faire appel aux questions et aux commentaires. Oui, Anna.